merci à tous d'être là, c'est sympa de venir voir et écouter Victor. On est très content que Victor ait accepté cette invitation aujourd'hui. Donc Victor Appé est directeur de l'unité INSERM et responsable d'une équipe qui s'appelle Immunopathogénèse des infections virales et du vieillissement immunitaire. Il bosse à la Pitié depuis 10 ans maintenant dans cette unité, après avoir passé 2 ans à Lausanne en onco-immuno et 7 ans à Oxford en immunoviro. Et il arrive donc de la gare en Vélib, puisqu'il n'y a plus de tram, plus rien, donc on laisse se reposer 2 secondes. Et puis on va t'écouter, Victor, on te remercie encore une fois d'avoir fait ce petit voyage à Bordeaux. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tout le monde. Je suis content qu'on ait un peu de retard parce que moi-même j'avais 5 minutes de retard. Comme Isabelle l'a dit, je suis arrivé à la gare. Après 5-10 minutes dans le tram, toujours à quai, ils se sont dit bon bah c'est le terminus, en fait il y a un problème. Il n'y a pas de taxi autour, donc après un peu de marche, je me suis décidé à prendre un vélo et à trouver mon chemin. Donc c'est pour ça que vous me trouvez un peu dans un état... Donc voilà, sans plus attendre, je vais commencer le séminaire. Et puis déjà vous remercier de m'avoir invité et puis d'être tous là ici aujourd'hui pour un peu écouter ce qu'on fait à la Pitié depuis près d'une dizaine d'années. Donc voilà, le topo va porter sur le déclin de l'immunité chez la personne âgée. Donc c'est une thématique qu'on a développée au cours de ces dernières années dans l'équipe qui s'intitule, comme vous l'avez entendu, Immunopathogénèse des infections virales. Et on s'est beaucoup intéressé au VIH et depuis quelques temps on s'intéresse au vieillissement immunitaire. Donc, juste un petit rappel pour vous dire, je n'ai pas du tout développé ce qu'il y a sur ces 2 premières slides. C'est en fait pour vous dire sur ce dont on a travaillé dans le contexte de l'infection VIH en particulier. Essayer de mieux comprendre les facteurs reliés aux lymphocytes CD8 qui sont associés à leur efficacité contre le VIH. Donc c'est un bon contrôle du VIH en associant des données ex vivo chez des patients, des données in vitro, donc à partir de cellules générées à partir de patients, jusqu'à des datas plus moléculaires autour de la validité du TCR. Dans le cadre du VIH, on a aussi fait des études, on va dire, un peu plus orientées cliniques, c'est-à-dire des études de cohortes, pas aussi grandes que celles que vous étudiez ici, plutôt des petits groupes de patients sur lesquels on a essayé en fait, de mieux définir le profil immunitaire des patients infectés par le VIH. En fait, ce qu'on a pu démontrer au cours des années, c'est qu'il y avait un profil qui, chez les patients VIH, en termes ici autour du développement des lymphocytes T, qui rappelait énormément ce qu'on peut trouver chez la personne âgée, indépendamment du VIH. Et qu'un des facteurs vraiment qui conduisait à ce vieillissement prématuré chez les patients infectés par le VIH était en fait l'activation immunitaire persistante. En fait, notre expertise, notre intérêt sur ce parallèle entre infection VIH et vieillissement nous a amené à nous intéresser, donc, comme je l'ai dit, au cours des dernières années, au vieillissement immunitaire en lui-même, donc indépendamment de l'infection à VIH. Donc c'est ce dont je vais vous parler maintenant. J'ai juste une dernière diapo concernant le VIH. Sans doute comme vous le savez, mais si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, en juillet prochain, en juillet 2017 à Paris, est organisée donc la conférence de la Société internationale sur le sida. C'est la grosse conférence sur le VIH qui se concentrera sur la science, et en particulier sur la recherche fondamentale. Donc voilà, retenez ces dates. Je crois que le site pour commencer à soumettre des abstracts est soit déjà ouvert, soit bientôt ouvert, mais voilà, retenez cette date, c'est une bonne occasion d'aller... Vous avez bien chaud ici déjà, mais à Paris il fera aussi chaud en juillet pour une fois. Donc n'hésitez pas à venir. Donc voilà. Passons aux choses sérieuses. Donc, je vais commencer par une petite introduction sur finalement les altérations des compartiments immunitaires chez la personne âgée, et après en développant un petit peu plus 2 parties sur l'épuisement des ressources immunitaires primaires et on va dire la diminution de l'efficacité à induire une réponse T chez les personnes âgées. Donc en termes d'introduction, comme vous le savez, en Europe, en France, l'espérance de vie a quasiment doublé au cours du siècle dernier. Donc c'est très bien, et en fait les estimations nous disent que ça va continuer, donc on va continuer à pouvoir vivre plus longtemps. Et donc en termes bien sûr de population mondiale,
pas seulement dans les pays développés, ça représente un vrai challenge, puisque voilà, on estime que d'ici à la moitié du siècle, presque un quart de la population aura plus de 60 ans. Et c'est déjà, en fait, c'est déjà le cas largement, par exemple, dans des pays comme le Japon, où on va dire quasiment, je crois, un tiers des gens ont déjà plus de 60 ou 65 ans. Quelque part, c'est une bonne nouvelle, on vit plus longtemps. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne vit pas forcément mieux plus longtemps. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de la quantité de vie, mais pas forcément de la qualité de vie. Et ce qu'on sait, c'est qu'avec l'âge, on va souffrir d'un nombre croissant de différentes maladies chroniques, et souvent, ce sont des pathologies qu'on a reliées à l'inflammation. Et qui dit inflammation, bien sûr, dit immunité, d'où ici notre intérêt à mieux comprendre finalement le vieillissement immunitaire pour en fait voir si on peut comprendre et impacter sur cette qualité de vie à terme. Le vieillissement immunitaire, en fait, qu'est-ce que c'est? De manière très, très simple, c'est l'altération du système immunitaire, ou la compétence du système immunitaire avec le temps, avec l'âge. Et on a généralement deux définitions. Une définition, on va dire, plus clinique. Ici, le vieillissement immunitaire est reflété, si vous voulez, par une susceptibilité, une sévérité accrue des personnes âgées à différentes maladies, en particulier infectieuses et cancéreuses, mais par exemple aussi à une diminution des personnes âgées à répondre à des vaccins. Donc ça, c'est la partie clinique. Au niveau biologique, nous, ce qu'on voit dans le laboratoire, c'est des altérations claires du phénotype et de la fonction des cellules, des organes, du système immunitaire chez la personne âgée. Et on va dire aujourd'hui, vraiment, en plus de mieux définir, enfin de mieux travailler cette définition, vraiment les challenges qui sont devant nous, c'est pouvoir relier ces définitions, c'est-à-dire pourquoi comprendre un phénotype donné va être associé à une maladie donnée chez la personne âgée. Donc mieux relier cette définition pour bien sûr trouver les moyens de soit ralentir, soit empêcher, soit révertir ce vieillissement immunitaire. Donc au niveau plus de la définition biologique, donc depuis plusieurs années maintenant, les gens bien sûr s'intéressent un petit peu à caractériser les cellules immunocompétentes de la personne âgée. Et ici vous avez le schéma, on va dire un schéma assez classique de la différenciation des lymphocytes T, alpha, bêta, donc CD4 ou CD8. Comme vous pouvez le voir, là, on part du haut ici avec les cellules centrales mémoire jusqu'à des cellules qui sont fortement différenciées, ici des cellules mémoire fortement différenciées qui sont caractérisées ici par un phénotype donné qu'on peut facilement identifier en cytométrie de flux. Et en fait, une des hallmarks, donc une des caractéristiques primaires du vieillissement immunitaire, qui a été trouvée il y a déjà pas mal d'années, c'est ce qu'on voit avec le temps ici, avec l'âge, c'est une accumulation des cellules mémoire qu'on dit fortement différenciées. Et si on caractérise un peu ces populations fortement différenciées, ici ce qu'on voit, c'est que les cellules mémoire fortement différenciées présentent des télomères plus courts, donc ils se rapprochent de cellules sénescentes, et aussi c'est associé bien sûr avec une capacité à proliférer qui est généralement diminuée dans ces cellules. Et on a aussi d'autres, il y a d'autres paramètres, par exemple ici, voilà, on sait que ce sont des populations qui sont généralement oligoclonales ici, donc leur répertoire est assez biaisé. On a vu que le métabolisme de ces cellules était altéré. Et un point important en fait, c'est très souvent, pas que, mais très souvent, l'accumulation de ces cellules fortement différenciées, donc avec le temps, est souvent donc, associée avec la séropositivité à CMV. Car en fait, CMV induit des réponses spécifiques, un grand nombre de réponses spécifiques qui vont se retrouver dans ce compartiment, et en fait, on va biaiser finalement la distribution de ce compartiment ici. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'avec le temps, il semble qu'on ait une accumulation de cellules mémoire, on va dire, proche de la sénescence, des vieilles cellules mémoire. Bien sûr, le système immunitaire, ce n'est pas que les cellules alpha-bêta, CD4, CD8, c'est plein d'autres types de cellules immunocompétentes, du système immunitaire inné ou adaptatif. Et par exemple, il y a quelques années, on a fait une petite étude juste pour regarder finalement comment changeait le compartiment alpha-bêta avec l'âge. Donc voilà, on a regardé des individus jeunes, âgés, jeunes, d'âge moyen ou âgés, donc plus de 70-75 ans. Et alors, ce sont des dates très descriptifs, mais ça fait partie de l'introduction. Donc vous pouvez juste voir qu'avec le temps, il y a en effet une diminution finalement de la fréquence des cellules alpha-bêta avec le temps.
Et si on considère ici la CMV, la séropositivité à CMV, on voit finalement que le pattern est un petit peu différent en fonction de si vous êtes CMV négatif ou positif. C'est-à-dire que si vous êtes CMV négatif, en effet, vous retrouvez bien cette diminution des gamma-delta avec le temps. Si vous êtes CMV séropositif, c'est moins clair. Et en fait, à partir de travaux qui ont été réalisés par une équipe ici à Bordeaux, l'équipe de Julie de Chanel, que vous connaissez très certainement, on peut en fait différencier des cellules alpha-bêta qui sont soit réactives du CMV, c'est-à-dire qui sont inclus dans ces V-delta-2 négatives, dans cette population V-delta-2 négative, ou soit des cellules qui sont a priori non réactives de CMV. Et en fait, ce que vous voyez, pour résumer rapidement, c'est que dans les cellules gamma-delta qui sont réactives du CMV, avec le temps, on ne voit pas de diminution, peut-être presque, on ne sait pas significative, mais une sorte de tendance vers une augmentation, une accumulation, alors que partout ailleurs, on voit cette diminution du nombre de cellules alpha gamma-delta avec l'âge. C'est juste pour vous dire, voilà, il y a des effets, on va dire, indépendants, des effets différents de l'âge chronologique ou d'autres choses qui peuvent se passer avec l'âge, et donc des effets d'une infection telle que le CMV. Regardez un autre compartiment, les cellules NK, donc l'immunité innée. Et là, ce qu'on voit, on va regarder pareil. Donc, les populations NK ici ont été disséquées, par exemple, en 3 populations en fonction de l'expression de NKG2C, NKG2A. Pas trop d'important, juste encore, ce qui est intéressant, c'est que si on se concentre juste sur cette population NKG2C ici, on voit que cette population, elle augmente, sa fréquence augmente avec l'âge des patients. Et si on rajoute la séropositivité à CMV, surtout qui est important dans le contexte de cette population, puisque ces populations NKG2C, NK ont été démontrées comme étant les populations qui vont aussi être réactives, si on veut, du CMV. Là, ce qu'on voit par contre, c'est qu'indépendamment de la séropositivité à CMV, on a une augmentation avec l'âge de ces cellules NK-G2C. Bon, on n'arrive pas encore à comprendre exactement ce qui se passe, comme je vous dis, c'est très descriptif, mais encore une fois, là, voilà, en fonction on voit un autre compartiment ici, on voit un effet de l'âge et du CMV qui peuvent même s'ajouter avec le temps. Un petit compartiment, là, des cellules purement innées, les neurophiles, donc ça c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec Carole Elbim, quand elle était à la Pitié, qui est une experte vraiment de l'étude des neutrophiles. C'est très compliqué les neutrophiles, enfin plus compliqué, parce que vous devez l'étudier directement à partir de sang frais, dans les quelques heures après avoir pris l'échantillon, donc il faut une certaine on va dire, flexibilité et expertise. Et ce qu'elle a pu voir, c'est que si on regarde par exemple donc des neutrophiles de personnes âgées ici, et qu'on teste leur capacité à phagocyter, par exemple ici une bactérie telle que E. coli, les cellules, ici en gris ou en noir, les neutrophiles de personnes âgées ont une moins bonne capacité fonctionnelle en termes de phagocytes des bactéries. On peut aussi étudier la capacité de ces neutrophiles de personnes âgées à produire des ROS, for Reactive Oxygen Species. Et bien sûr, il est important dans l'activité bactéricide des neutrophiles. Et ce qu'on voit, si on voit l'activité de ces neutrophiles en termes de production de ROS est diminuée. Donc phagocytose diminuée, fonction effectrice diminuée de ces neutrophiles. On voit aussi, si on regarde le phénotype, en fait, une augmentation avec l'âge ici d'une population de neutrophiles qui a perdu l'expression de CD62L et qui a été définie comme une population immunosuppressive. Et en fait, si on s'intéresse en particulier à cette population, donc chez l'individu âgé ou sain, ce qu'on voit, c'est que cette population dite de neutrophiles immunosuppressives, en fait, est justement cette population qui présente une capacité phagocytique et une capacité de production de ROS diminuée. C'est bien que, vous imaginez, c'est qu'avec le temps, avec l'âge, l'accumulation de cette population dite immunosuppressive va conduire à ce biais en termes de fonctionnalité de la population neutrophile en général. Ici, on n'a pas vu d'association avec l'infection CMV. Par contre, ce qu'on voit, c'est une association avec l'inflammation, ou au moins le taux d'un marqueur relié à l'inflammation, donc l'IL6. C'est-à-dire que le plus vous avez d'IL6 chez le donneur, le plus les neutrophiles ont perdu ce CD62L. Donc le plus, finalement, on accumule ces populations dites immunosuppressives et, on va dire, sous-fonctionnelles.
Moi, je vais en finir ici avec l'introduction et finalement cette partie assez descriptive des altérations de population avec l'âge. En fait, si vous regardez dans la littérature, eh bien, vous pouvez voir qu'il a été démontré des altérations de quasiment toutes les populations du système immunitaire, donc toutes les populations immunocompétentes présentes donc avec l'âge, soit des altérations quantitatives, soit des altérations qualitatives. Donc voilà, pour sans doute différentes raisons. Est-ce qu'on s'est à un moment s'est posé la question, mais finalement, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en commun avec toutes ces populations en termes d'altération? Et donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose à aller étudier, regarder, caractériser en termes de, beaucoup plus en amont, au niveau des cellules souches hématopoïtiques ou des progéniteurs hématopoïtiques? Il y a déjà une certaine littérature sur ce sujet, et donc en particulier, il a démontré que, a priori, les progéniteurs hématopoïtiques ou les cellules souches hématopoïtiques, leur capacité fonctionnelle diminue avec l'âge, ainsi que leur quantité. Il y a des changements. Mais en fait, la plupart de ces travaux ont été démontrés chez l'animal, chez la souris en particulier, simplement parce qu'il n'est pas facile d'aller étudier ces cellules chez l'homme, puisqu'a priori, leur niche, c'est la moelle osseuse. Donc il est très difficile d'avoir des échantillons de moelle osseuse, en particulier de personnes âgées, pour aller étudier les cellules souches hématopoïtiques. Il y a deux, trois études ces dernières années qui, chez l'homme, donc assez limitées, puisque, encore une fois, l'échantillon était limité, mais qui vont dans la même lignée que les data chez la souris. Nous, on a essayé finalement de pouvoir aller un petit peu plus loin en termes de caractérisation de ces progéniteurs hématopoïtiques chez l'homme. Et voilà, on rentre dans la deuxième partie. Et en fait, on a pris le pari d'aller étudier ces cellules directement dans la circulation de personnes, c'est-à-dire dans le sang. Ici, pour bien sûr plus être limité en termes d'échantillons. Alors, bien sûr, c'est pas l'endroit favori où on peut trouver ces cellules, mais en fait, on en trouve. Alors, on peut les qualifier comme rares événements. C'est pas des très rares événements, c'est des rares événements, mais si on prend en cytométrie, si on analyse un bon petit nombre d'événements, on peut largement donc identifier ces progéniteurs hématopoïtiques qui vont être CD34+, qu'on attend, CD45 mid et lineage négative. Donc on peut identifier ces populations, on peut les compter, et ce qu'on voit, c'est que dans la circulation, donc dans le sang, donc ici, je voulais dire avant, mais chaque point ici, à chaque fois, c'est un donneur, donc d'âge jeune, moyen ou âgé. Donc ce qu'on voit dans le sang, c'est qu'il y a une diminution du nombre de progéniteurs hématopoïtiques avec l'âge. On peut aller plus loin en cytométrie, on peut en fait phénotyper ces cellules, et en fait on peut disséquer cette population au moins en deux populations. Des cellules, on va dire, dites à plus à vocation lymphoïde ou CLP, donc Common Lymphoid Progenitors, ici en bleu. Donc des cellules qui vont exprimer par exemple le marqueur CD45-RA et le marqueur CD10. Ici. Ou des progéniteurs hématopoïtiques à vocation plus myéloïde. Et ce qu'on peut voir dans le sang, et ça correspond exactement vraiment à ce qui a été trouvé chez la souris, et comme je vous dis, dans une ou deux études chez l'homme, dans la moelle osseuse, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en particulier un biais, une déplétion, ou enfin une perte des progéniteurs hématopoïtiques à vocation plus de la voie lymphoïde, donc les CLP. Les myéloïdes, c'est moins clair, il y a une diminution, maintenant on a plus de points et on voit qu'il y a une diminution, mais par rapport à celle des lymphoïdes, c'est minoritaire. Donc a priori, la voie lymphoïde, la lymphopoïésis pourrait être particulièrement affectée avec l'âge. Encore une fois, c'est ce que a été trouvé chez la souris. Donc on peut aller un peu plus loin, c'est ce qu'on commence un petit peu à faire, c'est de mieux relier finalement ces changements des progéniteurs hématopoïtiques avec des différents paramètres chez la personne âgée, en particulier donc l'inflammation. L'inflammation, on s'y intéresse comme beaucoup de monde, parce que ce qu'on voit avec l'âge, c'est finalement des augmentations des marqueurs pro-inflammatoires. C'est très connu, la IL6, la CRP, le TNF, l'IL1β, et là vous en avez encore deux autres ici, par exemple des marqueurs, ou même trois autres, des marqueurs qui peuvent être associés avec l'inflammation et qu'on voit augmenter avec l'âge. C'est par exemple le CD14 soluble, donc un marqueur d'activation des monocytes, l'IP10,
une cytokine pro-inflammatoire, mais qui est intéressante parce qu'elle a été aussi démontrée comme ayant un rôle, on va dire, hématosuppresseur. Et puis on voit même qu'on a des marqueurs, on va dire, cellulaires, donc d'activation cellulaire, d'activation immunitaire, tels que CD38 sur les lymphocytes et CD8 qui augmentent avec l'âge. Et voilà, c'est important parce qu'en fait, dans ces différents donneurs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des corrélations inverses entre les taux de ces marqueurs pro-inflammatoires, tels que CD14 solubles et CD38, et finalement ce nombre de cellules CD34+, donc les projecteurs hématopoïétiques, dans la circulation. Donc on a ces corrélations inverses, donc bien sûr ce n'est pas une preuve, mais ça nous fait poser la question, est-ce qu'une des conséquences possibles de cet épuisement de l'hématopoïèse ou de ces changements de saturation de l'hématopoïèse pourrait être l'inflammation systémique? Maintenant, on reste à mieux comprendre les mécanismes et on essaie d'avancer ça avec des modèles in vitro. Et en parlant de modèles in vitro, donc là je passe l'inflammation, mais on s'intéresse à, par exemple, toujours sur les CD34 de personnes âgées, donc qu'on trie à partir donc, du sang pour mettre dans des essais in vitro. On essaie de mieux caractériser finalement les capacités fonctionnelles de ces cellules. Maintenant, je vais montrer donc la quantité, le phénotype. Et par exemple, on peut regarder ce qui s'appelle le potentiel clonogénique de cellules CD34+, c'est-à-dire la capacité in vitro à se différencier, soit par exemple en cellules, on va dire, rouges ici, plus érythroïdes, ou blanches ici, plus myéloïdes. Donc au microscope, on peut regarder les différentes colonies et caractériser, en fait, voir qu'à partir d'un nombre donné de lymphocytes, de progéniteurs 34+, de personnes âgées, on voit qu'en fait, on a une production d'un moins grand nombre de colonies, soit myéloïdes, soit érythroïdes, ce qui caractérise un potentiel clonogénique diminué. On peut aller plus loin avec d'autres modèles in vitro, où là on prend nos progéniteurs CD34, et en fait on les met dans un système de culture avec une lignée cellulaire qui s'appelle OP9-DL1. DL1 qui est en fait le ligand pour Notch, qui va en fait, channeler, qui va conduire la différenciation des CD34+ dans la voie des lymphocytes T. Et in vitro, on peut aller après caractériser, je ne vais pas aller dans le détail, mais on peut aller caractériser nos précurseurs T, donc les CLP qui s'expandent dans ce système, et les disséquer en Pro-T1, Pro-T2, Pré-T1, et d'autres, c'est-à-dire c'est toutes les sous-populations de la différenciation des T généralement qu'on trouve dans le thymus. Et ce qu'on voit, si on met nos cellules comme ça, de personnes âgées, dans notre modèle de culture cellulaire, ici, après quelques jours, jour 7, 14, 21, c'est que dès le départ, nos C34, on semble avoir une plus faible capacité à survivre et à se différencier, si bien que, voilà, en culture, on a beaucoup moins de production de ces CLP. Voilà. De ces CLP à partir du 34 des personnes âgées. Et voilà, et sans aller dans le détail, si on regarde encore la distribution de ces différentes sous-populations de différenciation de la voie T, on voit qu'il y a un biais dès le départ. Donc si on regarde sur ce qui reste ici, il y a un biais dès le départ où on voit qu'elles sont déjà plus différenciées, enfin il y a quelque chose qui se passe. Encore une fois, on ne comprend pas trop et on pense que l'inflammation conduit à ce type de choses. C'est ce qu'on teste maintenant in vitro en ajoutant des molécules inflammatoires dans ce système. Mais ce qu'on voit de manière générale, donc résumé ici, c'est une capacité, une survie réduite et un biais dans la capacité de différenciation vers la voie T des progéniteurs hématopoïétiques de la personne âgée. On a été plus loin en triant ces cellules et en s'intéressant à leur profil d'expression de gènes. Donc, comme elles sont dans un relatif petit nombre en circulation, on a décidé d'opter pour des technologies ou des approches de type Fluidigm, donc avec de la microfluidique, qui nous permet de regarder, de faire un profil d'une centaine de gènes, l'expression d'une centaine de gènes sur un petit nombre de cellules. Et pour aller rapidement donc, aux résultats, ici vous avez en noir les personnes âgées, en rouge les personnes d'âge moyen, en vert les jeunes donneurs. Vous voyez qu'il y a clairement un profil différent en termes d'expression des gènes, des cellules, des CD34 positifs de ces deux personnes âgées. Et généralement, on a une altération des gènes associés avec le cycle cellulaire et la sénescence. Il semble y avoir en fait
des gènes qui vont être associés avec un cycle plus, on va dire, plus augmenté, donc un cycle cellulaire plus augmenté des CD34 de la personne âgée, et l'augmentation de certains marqueurs de sénescence, en particulier P53 ici. P53 nous dit voilà, qu'il y a sans doute des mécanismes de naissance qui sont impliqués. Dans la littérature, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur caractériser les dommages de l'ADN des progéniteurs hématopoïétiques, en particulier donc chez la souris. Donc il y a des études qui ont montré qu'il y avait des dommages de l'ADN, mais en fait, il y a beaucoup, enfin, la récente littérature remet ça en question. Donc c'est pas encore clair si finalement ce sont ces dommages de l'ADN qui vont conduire à la sénescence, enfin, ou à l'induction de P53. Mais une autre chose que nous on a essayé de regarder qui n'avait été pas possible chez la souris, c'est en fait regarder la longueur des télomères. Puisque peut-être vous le savez, mais la longueur des télomères est totalement différente entre souris et homme. Les télomères sont très longs chez la souris, ce qui fait que c'est un paramètre qui est difficile d'intégrer dans les études du vieillissement chez le modèle murin. Alors que chez l'homme on peut, et depuis quelques mois en fait on s'est affairé à développer une méthode pour mesurer la longueur des télomères et l'activité de la télomérase à partir d'un très faible nombre de cellules. Donc en termes de longueur de télomère, on arrive maintenant à faire ça sur 10-20 cellules triées. Et ce qu'on voit, et ce qui nous a pas mal surpris, c'est qu'on a une très très forte diminution de la longueur des télomères, donc dans les progéniteurs hématopoïétiques avec l'âge. Là, je vous ai mis un ratio, enfin, donc c'est relatif. Maintenant, on arrive à calculer la longueur des télomères et on se rapproche de niveaux qu'on va dire qui sont proches de cellules qu'on dirait sénescentes, comme les cellules mémoire, alpha-bêta que je vous ai montré avant. Et donc cette diminution de la longueur des télomères est aussi associée avec une diminution très forte de l'activité de la télomérase dans ces cellules. Donc il y a clairement un potentiel hématopoïétique qui est réduit chez la personne âgée. Et voilà, donc on conclut un peu en disant que voilà, cette diminution, cette réduction des télomères, clairement doit impacter sur cette capacité hématopoïétique et vraiment représente une altération, un épuisement vraiment de la ressource immunitaire primaire avec l'âge, ce qui est bien sûr très important en termes de capacité à reconstituer le système immunitaire, capacité à induire des réponses nouvelles contre des pathogènes. Alors ces progéniteurs généralement, donc au moins pour la voie T, vont aller après dans le thymus pour produire des lymphocytes T. Et ça, c'est un autre paramètre qu'on sait maintenant depuis des années et qui est associé avec le vieillissement, c'est l'involution du thymus avec l'âge. Donc le thymus qui est l'organe où les lymphocytes T sont produits. Et on voit que en fait, très tôt dans la vie, et particulièrement après la puberté, on va avoir une perte des compartiments fonctionnels tels que le cortex et la médula du thymus, si bien que vers 70 ans, 75 ans, on considère qu'il y a très peu de tissu thymique résiduel et donc une très faible, voire une perte totale de la production de lymphocytes naïves à un âge âgé. Et en fait, ça se traduit par bien sûr une diminution de la production, mais une diminution du nombre absolu de cellules, par exemple naïves CD4 ou naïves CD8 avec l'âge. Et de manière générale, au laboratoire, on trouve que vraiment le nombre de cellules naïveté est un très bon marqueur de l'âge immunologique de donneur. Donc voilà, je vous dis ça, cette diminution du nombre est aussi associée avec des changements du répertoire et donc des ressources avec l'âge avancé. Et pour un peu mieux comprendre finalement ce qui se passait ici, il y a quelques années maintenant déjà, on s'est intéressé à ce qu'on a défini un modèle de vieillissement prématuré chez l'homme, pas le VIH, mais un autre ici, ce sont des jeunes adultes qui sont thymectomisés à la naissance. Donc, ouais, je vous parle de vieillissement et de thymus, et là je vous montre un petit bébé et un cœur. En fait, c'est parce que donc, il y a quelques enfants, quelques bébés naissent avec un défaut congénital qui peut être grave, donc comme on va dire le switch, la transposition des grands vaisseaux, et donc qui conduit en fait à un problème d'oxygénation
du nouveau-né et à des, pas des pathologies, mais à des phénotypes tels que la cyanosis, c'est-à-dire une couleur bleue du bébé. Pour rassurer tout le monde, et je pense que les cliniciens, pas rassurer les cliniciens de ça, mais bien sûr c'est Photoshop, hein, la couleur bleue. C'est pas comme ça. Mais bon, voilà, il n'empêche que c'est sérieux pour la vie du nouveau-né. Et donc les chirurgiens, les cardiologistes vont donc aller opérer le nouveau-né en fonction de la gravité, donc dans les jours ou dans les semaines qui suivent la naissance. Donc opérer pour retransposer donc les deux grands vaisseaux et sauver la vie de l'enfant. Bon, le cardiologiste a un problème à cet âge-là, c'est que le thymus est assez énorme dans le thorax de l'enfant. C'est comme une petite pêche qui est juste devant le cœur, et donc dans beaucoup de cas, en fait, ils ne se posent pas trop la question, ils enlèvent, ils résèquent le thymus pour accéder au cœur et sauver l'enfant. Et ça marche très bien, mais quand même, on voit que cette résection du thymus va être durable. Et là, on peut voir juste un exemple ici, d'un jeune enfant ici à 5 ans qui a été thymectomisé à la naissance. On va voir qu'il y a beaucoup moins de tissu thymique, comme on pouvait s'attendre à cet âge-là. Donc une réduction de la masse thymique qui va persister. Et ce qu'on s'est posé, c'est quelle serait la conséquence de cette thymectomie donc plus tard, donc chez des jeunes adultes, on va dire 20-30 ans plus tard, cette thymectomie. Et donc ici vous avez, je vais aller assez rapidement, pas vous montrer tous les datas, juste concentrer sur la fréquence des cellules naïves, CD4 et CD8. Ici à gauche, vous avez une belle corrélation, chez des individus, on va dire, chez des personnes saines, donc jeunes, âge moyen et personnes âgées. Et ici vous avez donc chez les GAPEC, les jeunes adultes thymectomisés à la naissance. Donc on trouve aussi cette corrélation, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une assez grande variabilité finalement. Il y a des donneurs qui sont à peu près normaux, ou même bien, ce serait l'équivalent des jeunes, donc peut-être un petit peu plus bas. Et puis il y a quand même un tiers des donneurs ici qui présentent une altération, on va dire, très forte de leur niveau de lymphocytes T naïfs CD4 et CD8 qu'on retrouve ici dans ce carré, qui est comme des personnes de plus de 75 ans. Donc, et cette étude nous a un peu permis de comprendre un des facteurs qui étaient impliqués avec ça, et on va retrouver notre virus, un de nos virus favoris, le CMV ici. Vous avez ce graphe et ce schéma qui résume un peu finalement l'étude. Ce qu'on a trouvé, c'est que chez les thymectomisés qui étaient CMV-, donc en effet on a cette réduction significative mais relativement modeste des cellules naïves, donc conséquence de la thymectomie. Chez des contrôles de même âge qui sont CMV séropositifs, on voit aussi ça, comme je vous l'avais dit, le CMV vraiment a un impact sur les cellules, la distribution des cellules immunitaires. Mais ce qu'on a pu voir, c'est que finalement, le fait d'être CMV positif et thymectomisé c'était un effet synergistique. On avait vraiment cette forte diminution des progéniteurs, des cellules naïves, CD4 et CD8. On voit finalement ce phénotype de vieillissement immunitaire ici au niveau des cellules T. C'est clairement une combinaison de facteurs où là on va avoir donc une infection persistante associée avec une absence d'un renouvellement adéquat des lymphocytes T. Et donc ce setting ici qui est indépendant de l'âge finalement nous permet de mieux comprendre en fait exactement des mécanismes associés au vieillissement. Dans le vieillissement, on pourra avoir le CMV ou d'autres virus persistants et l'évolution du thymus qui peuvent conduire à cet épuisement des ressources immunitaires. Et alors, je vous ai dit que le nombre des cellules naïves diminue chez la personne âgée, diminue chez les thymectomisés, mais c'est pas qu'une. On peut aussi faire d'autres observations, c'est-à-dire que sur les cellules naïves, donc soit CD4, soit CD8 de personnes âgées ou de jeunes adultes thymectomisés, on trouve l'augmentation d'un marqueur ici qui est KI67, qui est en fait un marqueur de prolifération de cycle cellulaire des cellules, et qui, dans le cas des cellules naïves, nous suggérait qu'il y a ce qu'on appelle une prolifération homéostatique des cellules. C'est-à-dire qu'a priori, comme il y a un plus petit nombre de ces cellules, il y a des mécanismes qui font que pour essayer de garder un nombre satisfaisant, et bien ces cellules vont
proliférer elle-même, un petit peu s'auto-renouveler. Et on retrouve ça pas mal ici, c'est-à-dire sur des corrélations en termes de capacité, marqueur prolifératif d'homéostasie proliférative de ces cellules, ici Ki67, et simplement fréquence des cellules naïves. Ici, on voit des corrélations inverses, c'est-à-dire que le moins on a de cellules naïves, c'est des 4 ou c'est des 8, le plus ces cellules, en effet, semblent proliférer, montrer cette capacité de prolifération homéostatique. Donc, comme j'ai dit, pour essayer de maintenir un certain pool de cellules naïves. Et comme vous l'avez vu avant, même si ce mécanisme est en place, il n'est pas suffisant. Avec la thymiectomie, au final, le nombre de cellules naïves, que ce soit en compte absolu, en fréquence, diminue. Et c'est bien... Donc ce que je vous dis est bien résumé ici sur ce schéma qui avait été, on va dire, proposé. C'est une hypothèse qui a été amenée il y a plusieurs années à partir de données donc chez la souris. C'est-à-dire que chez la personne âgée, donc le fait d'avoir une involution du thymus va conduire à une plus faible production de cellules naïves, plus faible donc un plus faible nombre de cellules naïves qui vont proliférer de manière homéostatique. Et on va voir de toute façon ce déséquilibre, cette consommation des cellules naïves avec le temps et différents challenges tels que des virus persistants comme le CMV qui vont conduire à l'augmentation du pool de cellules mémoire oligoclonales, plus différenciées, plus vieilles. Voilà, donc ça c'était beaucoup, je vous ai montré beaucoup en termes de dynamique de la quantité des lymphocytes naïfs. Et on peut aussi en fait voir qu'il y a aussi des altérations qualitatives de ces cellules naïves. Alors ici, en regardant les CD8, mais ça reproduit pas mal ce qui a été démontré aussi dans les CD4 par un autre groupe aux États-Unis. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des défauts en termes d'activation des lymphocytes naïfs CD8. C'est-à-dire que si on active les lymphocytes CD8 naïfs par leur TCR, donc en utilisant par exemple un stimulus tel qu'un anticorps anti-CD3, et qu'on va regarder la phosphorylation de ERK, ici, qui est donc au bout de la chaîne d'activation du récepteur T, on voit que si on prend des cellules naïves de personnes âgées, eh bien, elles ont une moins bonne capacité à phosphoryler ERK après activation. Par conséquent, leur capacité à signaliser via TCR semble diminuer. Et on voit aussi une diminution de la capacité de ces cellules naïves de personnes âgées en fait, à proliférer, pareil, après activation avec un stimuli tel que l'anti-CD3. De manière générale, voilà, on a capacité à activer, à proliférer des cellules naïves qui diminuent avec l'âge. Et ce qu'on pense, c'est que, bien sûr, ces altérations aussi bien quantitatives, donc du nombre, et qualitatives, comme on peut le voir ici, du pool de cellules naïves, seraient vraiment une des causes majeures du déclin du système, enfin, de la compétence immunitaire chez la personne âgée. C'est ce qu'on a essayé un petit peu d'adresser comme question avec nos moyens, en essayant d'aller étudier la capacité à induire des réponses T chez la personne âgée. Et on a essayé de faire ça un petit peu dans le contexte d'une maladie telle que le mélanome. Alors le mélanome, c'est bien sûr le cancer de la peau, un cancer qui est assez prévalent en Europe, et qui est un cancer qu'on va dire qui est assez méchant. On estime que 90% des patients qui ont atteint un stade 4 du mélanome vont mourir dans les 5 ans. Alors bien sûr, maintenant, ces chiffres vont sans doute bientôt être révisés avec l'introduction des immune checkpoint blockers, anti-PD1, anti-CTLA4 et d'autres comme immunothérapie du mélanome. Mais voilà, aujourd'hui, ça reste malgré tout un cancer qui est très méchant. Et surtout, ce qu'on sait, c'est que donc, sa prévalence augmente avec l'âge. Ici, dans des populations soit d'Amérique du Nord ou soit d'Amérique du Sud, chez les hommes ou les femmes. Donc avec l'âge, plus de prévalence de mélanome. Et donc l'hypothèse derrière ça, c'est qu'en fait, avec le temps, il y a une accumulation de dommages de l'ADN, aussi des changements, des altérations, des mécanismes de réparation de l'ADN, donc avec l'âge. Donc tout ça fait qu'on peut avoir bien sûr des cellules cancéreuses qui sont générées et qui vont conduire à la tumeur. Mais en fait, un autre point qui est aussi important, c'est finalement quel est le rôle possible du déclin du système immunitaire, de l'immunosurveillance
des tumeurs avec l'âge. On peut imaginer que, voilà, en effet, le fait que le système immunitaire diminue, on arrive moins à, on va dire, surveiller le développement de cancer. Dans le cadre de nombreux cancers, en particulier du mélanome, les lymphocytes CD8, on sait jouer un rôle vraiment prépondérant pour prévenir et contrôler le développement de tumeurs, au travers des différentes fonctions effectrices que ces lymphocytes CD8 ont. Bien sûr, ça leur fait des cibles principales des vaccins et des immunothérapies contre le cancer. Et on sait que dans le cadre du cancer, des cellules tumorales, on a une instabilité génomique donc, qui est mieux caractérisée, qui est mieux connue depuis ces dernières années. Et on sait qu'il conduit en fait toujours à la création de ce qu'on appelle des néo-antigènes, donc des nouveaux antigènes. Il y a des mutations qui vont apporter des nouveaux antigènes des cellules tumorales. Il y a même des études qui montrent, c'est très intéressant, qu'il peut y avoir des associations entre des mutations et le background HLA de patients, c'est-à-dire qu'on pense que la tumeur a essayé d'échapper à la réponse immunitaire de patients. Mais enfin, tout cela fait que finalement ces néo-antigènes, ces mutations d'échappement, etc., fait qu'il est clair que la capacité d'une personne à pouvoir induire une réponse T contre ces nouveaux antigènes, donc à induire une réponse de novo, va être très importante dans l'immunosurveillance des tumeurs. Et voilà, on peut se poser la question, quel va être bien sûr l'impact, le rôle de l'immunosénescence dans ces conditions. Donc une des questions qu'on se pose depuis quelques temps maintenant, c'est est-ce que finalement il y a une altération de la capacité des lymphocytes CD8 cytotoxiques à répondre avec l'âge, en particulier donc contre des antigènes de tumeurs. Donc on a essayé de trouver des moyens pour en fait aller étudier l'efficacité pour induire, pour primer des bonnes réponses T CD8 donc chez les personnes âgées contre le mélanome. Alors, on n'est pas vraiment oncologue, on a une petite équipe, donc on ne s'est pas senti vraiment les aides pour lancer un essai clinique chez une personne âgée saine de vaccination contre le mélanome. Ce ne serait pas si facile, enfin, surtout pour nous, c'est pas possible. Donc on a essayé de trouver un autre moyen, un petit peu plus dans nos cordes, et donc on a développé finalement un modèle relativement simple, in vitro, pour induire une réponse T naïve donc contre un nouveau antigène et mesurer cette efficacité à induire une réponse de novo. Et on s'est intéressé à un épitope donc, du mélanome, donc, en particulier, donc, qui est cet épitope mélanais au ELA, qui est restreint par HLA-A2. Et l'intérêt d'aller étudier en particulier cet épitope, c'est qu'il a été démontré que chez l'individu HLA-A2 sain, il y a un très grand nombre de cellules, enfin très grand nombre, il y a un plus grand nombre de cellules naïves CD8 qui peuvent reconnaître cet épitope mélana. C'est une sorte de cross-réactivité, mais ça fait que cette forte fréquence de progéniteurs de cellules naïves qui peuvent réagir contre cet épitope mélana nous permet donc in vitro, à partir de PBMC totaux, d'induire avec des facteurs de différenciation ainsi que le peptide mélana, donc induire en quelques jours ici, donc à partir de nos précurseurs ici, une population on va dire effectrice, donc qu'on peut identifier à l'aide d'outils tels que les tétramères, et donc on peut caractériser ces populations induites donc in vitro à partir donc, de PBMC en allant regarder leur capacité d'expansion, leur phénotype. Là, on voit qu'elles sont toutes, par exemple, toutes mémoire par rapport aux cellules avant priming qui étaient naïves, et on peut regarder d'autres paramètres fonctionnels. Et en fait, donc, cette approche présente plusieurs avantages. D'abord, c'est une approche qui est relativement simple, à partir de 100, donc pour faire du priming de lymphocytes T dans un contexte humain. C'est une approche qui utilise relativement peu de matériel, puisqu'on a cette forte fréquence de cellules qui sont naïves, mélanais spécifiques. À partir de 2,5 millions de PBMC, on peut faire ce type d'essai. Puis comme HLA-A2 est assez prévalent dans nos populations, ça nous permet vraiment de générer des études, on va dire, relativement larges, comparatives d'échantillons humains. Et c'est ce qu'on a fait
Donc ici, en comparant, par exemple, donc des individus HLA-A2, donc qui sont non mélanomes, qui n'ont pas de mélanome, qui sont sains, mais qui peuvent être de différents âges, donc d'âge moyen ou d'âge avancé. Et donc on a, par exemple, on a donc mesuré la fréquence de cellules donc, tétramères positives, mélanais spécifiques, induites in vitro ici, et on a pris ça comme une mesure relative de l'efficacité de priming en fonction de l'âge. Et ici, vous avez le résumé de nos données. Donc, encore une fois, chaque point ici est un patient, soit un donneur, soit d'âge moyen, soit d'âge avancé, et avec deux conditions ici, on va dire de priming, avec différents facteurs indiquant des décès, GM-CSF ou L4 et FLT3 ligand. Vous pouvez voir qu'on a une réduction de la capacité des personnes âgées, ou à partir de PBMC de personnes âgées, à induire des réponses mélana spécifiques voilà, chez ces personnes. On peut aller aussi donc regarder, une fois que ces cellules sont expandues, on peut regarder, comme je vous l'avais dit, d'autres paramètres tels que le phénotype de ces cellules. Et là encore, on voit des différences entre le phénotype donc des cellules primées à partir de PBMC de personnes d'âge moyen ou d'âge avancé, en termes donc, de différenciation. C'est-à-dire qu'il semble que les cellules de personnes, enfin les cellules lymphocytes CD8 mélanospécifiques induits à partir de personnes de PBMC, d'individus âgés, sont moins différenciés. C'est-à-dire qu'a priori, on pense qu'en effet, il y a eu moins d'expansion, moins d'activation de ces cellules, probablement en relation à ce que j'avais dit avant sur la capacité des cellules naïves, tout simplement à être activées. Et finalement, ça nous conduit à des défauts, enfin, à des altérations de la différenciation in vitro. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a par exemple des molécules, on va dire, effectrices, telles que des cytotoxines, telles que donc Granzyme B ou perforine ici, qui sont largement diminuées dans les cellules induites à partir des personnes âgées. Et ça c'est relié en fait avec un défaut d'expression de Tibet, encore une fois dans ces cellules primées. Tibet étant un facteur de transcription qui est très important pour induire ces capacités fonctionnelles ou effectrices de la cellule, telles que Granzyme B, perforine, ainsi que par exemple interféron gamma. Donc on avait en effet des réductions de la capacité qualitative, mais aussi qualitative à induire des bonnes réponses TCD8 chez la personne âgée. Donc d'où notre réponse un peu à cette question, c'est on dirait oui en effet, la personne âgée présente une capacité réduite à induire des réponses antitumorales de novo. On n'arrive pas malheureusement, encore, je ne sais pas si on arrivera nous, mais à directement corréler ça ou associer ça avec une plus forte prévalence du mélanome chez les personnes âgées. Je pense qu'il faudrait screener 10 000 personnes âgées et puis attendre qu'ils aient le mélanome pour voir ça, donc c'est pas dans notre corde. Donc on s'est intéressé un peu à une autre question, ce sera la dernière question que je poserai, quelques diapos encore. Est-ce qu'on pourrait arriver à augmenter, à améliorer finalement le priming ou la qualité des lymphocytes CD8 chez la personne âgée? Donc, voilà, comment induire une meilleure efficacité de priming de cellules spécifiques du mélanome par exemple, et ça c'est très important dans le contexte par exemple vaccinal chez la personne âgée contre des cancers. Dans un contexte vaccinal, généralement ce qui fait le boulot de booster, diriger et on va dire altérer, changer la qualité d'une réponse T, c'est finalement l'adjuvant qui va justement essayer de changer ces paramètres des cellules qui vont être spécifiques de l'antigène vaccinal. Et au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup de découvertes qui ont été faites autour de l'étude des ligands de PRRR, donc des récepteurs, Pathogen Recognition Receptors. J'irai plus vite, sinon en français ça va me prendre une minute. Donc en fait, ces ligands vont directement aller influencer les cellules présentatrices d'antigènes, ici, et finalement influencer les différents signaux que ces cellules présentatrices d'antigènes vont aller donner aux lymphocytes T naïfs, et donc finalement altérer l'activation et les paramètres de ces cellules T primées. Donc notre approche a été ici de voir si avec des ligands de PRR, on pouvait un petit peu altérer la capacité de nos lymphocytes T à faire des choses. Donc finalement on utilise le même modèle
in vitro ici, donc de priming. Alors, bien sûr, ça reste un modèle in vitro, on est loin de l'in vivo, mais ça nous permet de faire quelques petites choses chez l'homme. Donc ce qu'on fait, c'est que voilà, avec différents, encore une fois, facteurs de modulation des décès, GM-CSF-AL4 ou FLT3 ligand, notre épitope Mélana qui est inclus dans un VAMER, donc un long peptide synthétique pour essayer de cibler tout ce qui est mécanisme de cross-priming. On peut utiliser différents adjuvants, donc soit des cytokines, soit des ligands de toll-like receptor comme ligand de PAR. Et puis voilà, après, on va comparer finalement l'effet de ces différentes cytokines aux ligands sur les capacités effectrices des cellules induites dans le modèle in vitro après quelques jours. Et si je vais vous montrer les travaux les plus aboutis qu'on a publiés un petit peu plus tôt dans l'année, où finalement les conditions qu'on garde, c'est donc soit l'antigène seulement, soit comme adjuvant un cocktail de cytokines qui est très standard, qui va pousser les décès, ou soit deux types de ligands de TLR, donc TLR4, LPS, qui est on va dire un adjuvant ou un ligand de toll qui est surétudié, qu'on connaît très bien. Et un autre ligand en fait qu'on connaît moins bien, ici c'est single strand RNA40, qui est un ligand qui est spécifique de TLR8. Et on connaît moins bien en fait l'effet de ce ligand, parce que chez la souris, la biologie du TLR8 est totalement différente de la biologie de l'homme. Donc finalement, il y a eu très peu d'études qui ont été faites sur le potentiel de ce ligand comme adjuvant, comme une manière pour booster des réponses T ou voire B. Et donc ici vous avez un petit résumé de l'expansion donc des cellules mélanoma, donc mélanais tétramère plus spécifique, donc après 10 jours dans nos différentes conditions, donc GM-CSF ou FLT3 ligand en noir, et dans ces 4 conditions ici. De manière générale, voilà, on va aller vite, on n'a pas vu grand chose ou beaucoup d'effets boostants par exemple des TLR ici. Par contre, on a été agréablement surpris de voir qu'une combinaison de FLT3 ligand et TLR8 ligand, donc in vitro, conduisait au priming de lymphocytes T qui avaient donc des très hauts niveaux, des très bons niveaux de ce facteur de transcription associé aux fonctions effectrices des cellules, donc Tibet. On s'est dit, ça c'est intéressant. On a pu associer ça avec une augmentation dans les cellules primées, donc de grands B et de perforine, donc les cellules semblaient plus les cellules donc, induites en présence de FLT3 ligand et TLR8 ligand étaient plus a priori cytotoxiques, et en effet on a pu vérifier ça dans des tests de cytotoxicité à partir donc dans des de lyse spécifiques de cellules cibles. On a pu étudier le profil fonctionnel aussi de ces cellules, ou polyfonctionnelles, c'est-à-dire la capacité à produire différentes cytokines antivirales ou antitumorales. Et on a pu voir qu'ici, en calculant un index de polyfonctionnalité, donc les cellules induites avec TLR8 et FLT3 étaient en effet des cellules qui étaient beaucoup plus polyfonctionnelles, donc plus cytotoxiques, plus polyfonctionnelles, donc on était assez contents. On a essayé de mieux comprendre un peu les mécanismes pour aller un petit peu droit au but. On s'est intéressé en particulier à l'expression ou le rôle de l'IL-12 dans ce système. En fait, ça c'était connu que TLR8 où l'activation de cellules présentatrices d'antigènes par TLR8 va conduire à la sécrétion d'IL-12. Donc on s'est dit, est-ce que ça peut avoir un effet? Surtout quand il y a de la littérature qui dit que IL-12 peut conduire à la surexpression de Tibet. Et en effet, donc dans notre système in vitro, si on bloque l'IL-12 avec un anticorps bloquant de l'IL-12, on voit que dans nos conditions a priori optimales, ici avec TLR8 ligand, on a malgré tout une diminution ici de Tibet, ainsi des expressions des cytotoxines. Donc c'est un mécanisme qui est au moins en partie relié à la capacité de ces présentatrices d'antigènes à produire de l'IL-12. Tout ce que je vous ai montré là, sur cette combinaison d'adjuvants, c'était fait sur des cellules de donneurs, on va dire, d'âge moyen. Mais voilà, on s'est dit, c'est super, on a une combinaison d'adjuvants ici qui va, on espère, nous permettre de pouvoir booster, de primer de meilleure manière les cellules dans des PBMC à partir de personnes âgées. Puisque
comme vous vous rappelez, c'était justement la diminution de Tibet et de la fonction qui était un des principaux problèmes au niveau qualitatif du priming chez la personne âgée. Et ici, vous avez donc tout d'abord ce qu'on voit en termes d'expansion, donc priming après 10 jours in vitro, donc soit c'est les personnes d'âge moyen, donc ça c'est les datas que vous venez juste de voir ici avec FLT3 ligand et TLA8 ligand, ou alors à partir de PBMC de personnes âgées. Alors déjà, bon, on s'est dit zut, bon, on n'était pas forcément dans l'espoir d'augmenter le nombre, mais là on va même plutôt vers une diminution. Donc c'est pas significatif, mais là encore une fois la tendance est clairement là, donc on s'est dit ok, en termes de quantité ça ne le fait pas, mais on espère qu'en termes de qualité ça va le faire. Et là, c'était un petit peu, pour nous, là, c'est des essais in vitro sur le PMMC, donc ça va, mais c'était quand même un peu la douche froide. On était très déçus de voir que, en fait, chez la personne âgée, ou à partir de PBMC de personnes âgées, cette combinaison FLT3 TLA8 avait en fait quasiment aucun effet en termes de booster Tibet dans les cellules primées. Et c'était associé avec voilà, une très faible, voire pas d'augmentation des cytotoxines dans ces cellules primées. Donc voilà, on avait finalement un très mauvais effet de cette combinaison, on va dire, potentiellement très bonne, mais un très mauvais effet chez le BMC de personnes âgées. Ça, c'est des datas qu'on doit répéter. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, si on essaie d'identifier des décès, donc des cellules présentatrices d'antigènes myéloïdes, celles qui vont généralement répondre à TLR8, chez la personne âgée, ces cellules semblent avoir une plus faible capacité à produire l'IL-12. Encore une fois, ce n'est pas une preuve, mais il se peut qu'en effet, ça joue un rôle dans cette plus faible capacité à induire des bonnes réponses T chez la personne âgée. C'est-à-dire que non seulement on a des problèmes reliés à la cellule naïve de la personne âgée elle-même, mais très certainement, on a aussi des problèmes au niveau de la DC, ce qui rejoint ce que je vous avais dit au début du talk, c'est-à-dire la plupart des compartiments, tous les compartiments de cellules immunocompétentes sont impactés avec l'âge. On s'arrête pas là sur ce ligand. En ce moment, on est en train, en utilisant la même plateforme in vitro, d'essayer de tester d'autres ligands de TLR, de NOD, des régulateurs du métabolisme, même des bloqueurs d'immune checkpoint, seuls ou en combinaison. Et voilà, bon, je ne vous donne pas les noms, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt, puisque tout ça est très préliminaire, mais bon, on voit des molécules, par exemple, telles que la molécule A ou la molécule F ici, qui semblent être encore plus fortes à induire des réponses Tibet positives, granzyme positives, encore une fois ici sur des donneurs sains. Donc maintenant on commence à tester ça chez les personnes âgées, il se peut que ça nous amène à pas grand chose encore, mais bon, voilà, on ne perd pas espoir. Donc, ma dernière diapo, donc les take-home messages. Donc ce que je vous ai montré au début, c'est qu'en fait, voire la plupart des compartiments des cellules immunocompétentes sont altérés avec l'âge. Alors est-ce que tout ça c'est lié ou pas? Reste à voir. Est-ce qu'il y a différents facteurs qui conduisent à l'altération de ces différents compartiments? Mais un lien possible pourrait être en effet les progéniteurs hématopoïétiques, qui, comme on l'a vu, donc la source de toutes ces cellules semble déjà être impactée avec l'âge, aussi bien en termes de quantité que de qualité. Et donc certainement, ça reste à prouver, mais il y a certainement un lien. Ce défaut de l'hématopoïèse va certainement conduire à des défauts fonctionnels des cellules plus en aval. Ce qu'on pense, encore une fois, il y a beaucoup de choses à voir en termes de mécanismes, mais on pense que l'inflammation systémique va clairement avoir un rôle direct ici dans l'altération de ces différents compartiments, et en particulier des progéniteurs hématopoïétiques. Voilà, on va dire, dans cette sphère d'inflammation, les infections chroniques ou persistantes, telles que le CMV, on sait, jouent un rôle important. Et là, j'ai mis le point sur c'est là où c'est intéressant vraiment d'aller pouvoir étudier des modèles humains de vieillissement immunitaire prématuré, puisque là, on a un facteur, l'âge chronologique qui est en moins, et donc ça nous permet peut-être un petit peu de mieux comprendre les mécanismes, comme vous l'avez vu avec les Diatec. Donc on s'est beaucoup intéressé sur la quantité et la qualité, des altérations quantitatives et qualitatives des cellules naïves chez la personne âgée, qu'on pense qu'il y a une cause majeure dans le déclin de la compétence immunitaire, possiblement contre les tumeurs.
Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, il faudra encore arriver à prouver vraiment que cette diminution de l'immunosurveillance anti-cancer a un rôle direct dans l'augmentation de l'incidence des cancers chez la personne âgée. Et puis, j'ai fini le topo par vous montrer qu'on pouvait identifier des combinaisons de ligands qui pouvaient être particulièrement efficaces à primer, à induire des cellules effectrices donc à partir de matériel humain, mais que malheureusement c'est pas du tout optimal a priori chez la personne âgée. Donc il y a besoin vraiment d'un effort en termes de recherche pour développer la médecine personnalisée ou des thérapies personnalisées qui vont cibler les personnes âgées en particulier. Voilà, je vais finir ici en remerciant toutes les personnes qui ont participé à ces travaux. Donc de nos jours, dans le groupe, quasiment tout le monde est impliqué dans ces projets sur le vieillissement militaire. Et donc en particulier, en rouge, vous avez ici Delphine Sauce qui co-manage le laboratoire avec moi, qui a ces projets, on est indépendant, qui co-manage beaucoup de ces projets avec moi. Donc tous les noms en gras sont vraiment les personnes qui sont directement impliquées dans les datas que je vous ai montrées juste avant. J'avais parlé de Carole Elbim et son expertise sur les neutrophiles, Roberto Malone, avec qui on a développé ce modèle de priming, David Price en Angleterre qui nous donne un grand nombre d'échantillons. Et puis là, vous avez d'autres collaborateurs, plus côté clinique, au niveau de l'obtention du PBMC de personnes âgées ou thymectomisées. Voilà, je vais finir ici. Désolé encore.